Dès que tu fais ta première sortie, tu te dis ah ouais, c'est comme ça. T'as 50% d'excitation et 50% de putain, qu'est-ce que je suis en train de faire. Tu prends ton billet et tu te dis c'est parti. T'es lancé. 1 client, 2 clients, 3 clients, 5 clients, 25 clients, 30 clients. À la fin de la journée, tu sais même plus qui t'a vu, qui t'a pas vu. Tout ce que tu sais, c'est que t'as les poches pleines et qu'il faut que ça tourne. Nouvelles invitations disponibles, rien à voir avec les dernières. Je m'appelle Eli, j'ai 25 ans et je vends des stupéfiants. J'achemine la drogue chez les clients. Je livre, très exactement. 7 jours sur 7, 14h, minuit, minuit 30, 1h. Ça dépend. On va dire que je suis la clé de voûte pour que les billets rentrent, on va dire. Je suis l'élément final qui doit être infaillible. Autrement, c'est pas bon. Autrement, l'argent ne rentre pas. C'est valorisant, mais t'entendras jamais d'éloges de ton patron. On te dira jamais si tu fais du bon boulot. On te dira si tu fais mal, pour que tu t'appliques, mais si tu t'appliques, on te dira rien. C'est pas comme dans les séries, les narcos, tout ça. Tiens, je t'ai fait un cadeau, je t'ai offert une montre, je t'ai offert une voiture, une chemise en soie. Non, non. Fais le boulot, fais tes sous et voilà. C'est dangereux parce que je m'expose à des peines. Et après, au-delà des sanctions de justice, de l'État, tout ça, tout ce qui est mis en œuvre, il y a les sanctions internes au trafic. Il y a le mal qu'on se fait entre nous. Dans la cocaïne, j'ai envie de te dire, c'est pas Disneyland, hein, tu vois. Donc, filer droit, faire du bon boulot, toujours dire la vérité, et tout roule. Un gramme de cocaïne, c'est 70 €. Moi, dessus, je prends 10 €. Si la livraison est loin, je vais prendre 20 €. Plus on va multiplier les grammes par commande, plus je vais prendre de l'argent sur la livraison. 1 kilo de cocaïne, ça coûte entre 28 000 € et 33 000 €. 35. Tu multiplies ton bénéfice par 2. Tu comptes, hein, ça fait presque 70 000 €. Dans une vingtaine de jours, le kilo, il peut partir. On va le détailler en grammes. Pas exactement en grammes. C'est 0,96, 0,98. Jamais 1. L'illusion, c'est que le 1 gramme, c'est le plastique. Voilà. Qui arrondit le chiffre. Elle est à plus de 89% pure, déjà. Elle est jamais coupée. Elle est emballée soit dans une espèce de chambre à air, soit un plastique, et on voit clairement le tampon ou l'autocollant qu'il y a dessus. La dernière fois, c'était Roberto Cavalli. Sinon, tu peux avoir un piment dessus, tu peux avoir un truc d'une marque de montre, tu peux avoir... voilà. Mais moi, pour ma part, pour le produit que je vends, je considère que c'est un service de haute qualité parce que c'est sur la brique qu'on le coupe. C'est pour ça que les clients, ils ont très souvent des cailloux dans le gramme. C'est caillouteux, en fait. C'est pas simplement de la poudre laiteuse. Là, c'est vraiment le caillou. Donc, le client peut voir qu'il va le casser. Il peut voir que c'est brillant, que c'est écaillé, qu'il y a des petites strates comme de la gaufrette, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça de la gaufrette. Petite anecdote, quand je détaille, parfois, t'as mon pote qui ramène, tu sais, de la bouffe, des trucs. Il est déjà arrivé de prendre 1 ou 2 frites et de nuggets et de manger. Et puis, j'avais les lèvres anesthésiées. C'est rien de méchant, hein, mais... Du fait que j'en avais sur les doigts, il y en avait sur les frites, sur les nuggets, donc voilà. Non, j'en prends pas, sinon. J'en prends pas, ça m'intéresse pas. On détaille que en grammes. C'est-à-dire qu'à la fin, on se retrouve avec, je sais pas, t'as détaillé 300 grammes, bah t'auras 300 bonbons. Et ensuite, je stocke ça chez moi. Je connais mes horaires, donc je prépare ma bonbonne avant de commencer. Ça limite les allées et venues, ça limite les gens.
des intermédiaires pour me ramener, pour acheminer ici et là. Donc c'est plus pratique. Dans une bonbonne, il faut savoir qu'il y a environ entre 10 et 15 grammes de cocaïne. On va appeler ça C, ou champagne. La foudre, celle qui sent le vinaigre fort. Et pour compléter jusqu'à 20, tu rajoutes de la MDMA. Et la MD, on va appeler ça Marie-Denise, ou D, tout simplement. Salut, c'est Chooms. Comment vas-tu? Juste pour te dire que je suis de retour avec Caroline et Madeleine. À bientôt. En gros, tu as 20-22 grammes sur toi. Voilà, ça c'est ta bonbonne, ou bien la R, dans notre jargon, qui veut dire recharge. Je me lève tôt le matin, j'ai l'impression de vivre ma journée. On n'est pas dans la drogue là, tu vois. Je suis chez moi, je mets ma télé, je fume tranquille, je fais mon petit déj, je me douche, je m'habille, tout est prêt. Mon casque il est chargé, il y a de la batterie dans mon kit main libre. Mon téléphone il est chargé, j'ai mon câble USB avec moi que je peux brancher sur le scooter. Ma recharge, c'est-à-dire ma bonbonne, elle est faite. J'attends le top départ. Généralement, c'est midi ou 14h grand max. Ça dépend vraiment à quelle heure le mec de la cabine allume le téléphone. Salut, dispo? Salut, y a moyen ce soir? Alors pour une livraison, quand le client appelle, il n'aura jamais affaire ni au livreur ni au patron. Il va avoir affaire à la cabine. La cabine, c'est la personne qui a le téléphone qui contient les contacts. Il est allumé à une heure précise, éteint à une heure précise. La cabine trie les commandes dans l'ordre, soit dans un ordre géographique, soit dans un ordre de commande. C'est-à-dire que celui qui en commande le plus sera servi en premier. Désolé, c'est trop loin. Il est en scooter. Ça fait que Paris et proche banlieue. 3 pour 200, c'est possible? Ça permet de sécuriser le livreur. Si, admettons, le livreur se fait contrôler, il n'a pas un deuxième téléphone, il n'a pas des messages suspicieux, il n'a pas... Voilà. Parce que vraiment, la cabine, elle reçoit des messages de manière intensive. C'est un travail, la cabine. C'est vraiment un travail important. C'est ce qui va donner le rythme de la journée. La cabine, en une journée, elle peut recevoir entre 25 et 30 messages. Ça peut être plus quand c'est des grosses journées, mais c'est une moyenne, en tout cas. Le fichier client, c'est la base client de consommateurs, en fait. Salut, t'es dispo? En général, ça contient plus de 200 personnes. C'est tout ce qui a été extirpé des petits téléphones qu'on utilisait autrefois, qu'on a réintégré dans un WhatsApp, avec un VPN. Pas de forfait, surtout. Surtout pas de forfait, c'est du Wi-Fi, c'est... Voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins cramé, en fait. La base client, c'est... Ça se monnaie, ça se vend, ça s'achète. Ça peut valoir 30 000 euros, comme ça peut valoir 50 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros. Tu vois? On va calculer ça sur combien le fichier client rapporte à l'année. Yo, c'est Ali, joyeux Noël, il y a du nouveau. Le consommateur, pour qu'il reçoive sa drogue, c'est très simple. Il a le numéro, suite au message qu'on lui a envoyé. Yo, de retour pour cette nouvelle année, avec du vraiment très lourd. Champagne, à bientôt. Il connaît les horaires, vu qu'on lui a mentionné les horaires dans le message. Il envoie son message, son adresse, son code. Bonsoir. Possible ce soir dans le 17e? La quantité de ce qu'il veut, et ce qu'il veut exactement, parce qu'il y a aussi MDMA. Adresse et code, s'il te plaît. 148 boulevard Jean Jaurès, Boulogne. Il t'en faut combien? J'en veux 2, stop. La cabine envoie un message au livreur. Le livreur fait un retour à la cabine sur combien de temps il va mettre à faire l'adresse. Et à ce moment-là, la cabine avertit le client. Salut, t'as de la news de ton livreur? Là dans 40 minutes, mec. Ok, pas de problème, merci. Il arrive pas ton gars? Il a encore 2 courses et il arrive. Ok, cool.
Quand le livreur il arrive en bas, logiquement, si tout est bien fait, il a le code de l'immeuble, il rentre, il est dans un endroit safe et il signale à la cabine sa présence. La cabine appelle le client et le client descend. Il est là. Ok, je descends. Comme c'est une organisation, chaque élément est important et chaque élément doit connaître son travail. Ses tâches. Il n'y a jamais d'initiatives frivoles comme ça qui sont prises, tiens, je me suis acheté de la cam chez un autre mec et je vais essayer de passer de la cam que j'ai acheté de moi-même de ma poche à des clients pour le mec pour qui je travaille. Tu vois ce que je veux dire? Jamais de la vie. Tu fais ça, tu vas à ta mort tout de suite. Alors, c'était comment? Ouais, nickel, super bien passé. Merci. Quand tu vas me voir, t'as pas l'impression de voir un dealer. En aucun cas. T'as l'impression de voir un mec... un jeune actif, quoi, tu vois. Jean, petit pull, petite veste, chaussures de ville. Pas de marque, si possible. Pas de sacoche, encore moins. Le jeune cadre, quoi. Il vient d'acheter son petit scooter, le petit top case qui va bien, la petite jupe, le petit pare-brise, tu sais. Propre. Pas le scooter du petit banlieusard cramé qui fait des tours à côté des lycées pour narguer les petites. C'est le scooter du mec de bureau. Dans la vraie vie, je suis réservé. Je vais pas dire que je rase les murs, mais ce côté-là où j'ai de la réserve, ouais, je le bazarde totalement quand j'ai de la drogue sur moi et quand il est question d'argent. J'ai réussi à développer une aisance que j'aurais jamais pu avoir si j'avais pas fait ça, tu vois ce que je veux dire? C'est comme un sentiment de bien-être qui se diffuse tout au long de la journée, mais paradoxalement, il y a tout un tas d'autres choses beaucoup plus noires à gérer en même temps. Mais c'est ce qui fait que, bon, j'arrive à relativiser, tu vois. J'ai passé une journée de dingue, je suis à un feu rouge, il me reste encore 4 clients avant de finir. Je vais dire, bon, c'est les 4 derniers, et vas-y, après, fin. Il n'y a rien d'autre dans ton quotidien qui doit passer avant la drogue. Des fois, je reçois des coups de fil de ma mère, je lui dis, je peux pas te parler, j'ai besoin de la voix du GPS, sinon je vais me perdre, je dois faire vite. Rappelle-moi tout à l'heure, je te rappelle. Et au final, je la rappelle pas, je finis le taf, il est minuit 30, 1h, elle dort, c'est la folie. J'ai vu la porte où je devais accéder. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter juste en face, ni sur le même trottoir. Je vais aller me mettre à côté d'un mec qui garde son scooter. Limite, je vais essayer de le tchatcher ou je vais faire comme lui, il est en train de faire, trifouiller dans son coffre, faire genre que je vis une vie normale. Je ne suis pas pressé pour aller livrer un client, tu vois. Si tu sais te camoufler, si tu sais t'attribuer des qualités, des pseudo-modes de vie pour passer, pour serpenter un peu dans tout ça. Moi, je sais que par exemple, quand je suis au feu et qu'il y a un petit merdeux qui est à côté de moi en scooter Vespa, que son phare il marche pas, il n'y a pas de clignot, son rétro il est à l'envers, il est en survêt avec une sacoche, je me dis, mais c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il va partir devant moi, je vais partir après lui. Mais s'il y a un contrôle à faire, c'est lui qui vont attraper, c'est pas moi. Mais si ça se trouve, ce petit-là, il fait que de faire du scooter. Il a même pas de drogue sur lui, mais il est cramé. Tu peux rouler sur Paris, faire 100 mètres et tu peux voir 5 livreurs en scooter. Mais quand je me mets à côté d'eux, que je les regarde, je dis ça va, ça bosse dur, pas trop dur. Et les mecs ils sont surpris, ils rigolent. Je leur dis vas-y fais attention. Et je me barre, tu vois, le feu passe au vert, je me barre. Après on rigole pas quand on arrive tous les deux à la même adresse par exemple. Là on se regarde bizarrement, tu vois. On espère qu'on va pas voir la même personne ou qu'on vient pas pour la même personne, parce que là ça va être compliqué. Douzième, 9e, 11e, 4e, 2e, 1er, beaucoup. C'est un peu tous les arrondissements de Paris, autant les quartiers propres,
où t'as 3 caméras sur 100 mètres, ou alors ouais, des trucs comme Pigalle, des petites rues, tu sais, malfamées là-bas. Après, tout ce qui est arrondissement un peu malfamé, où il y a des zones un peu malfamées, j'ai envie de te dire, il y a déjà de la drogue là-bas. Donc, les mecs, ils ont déjà une puissance d'attraction, c'est-à-dire que les clients sont en bas de chez eux, tu vois ce que je veux dire? Nous, en banlieue, c'est une autre dynamique. On a été les chercher, les clients, un par un. Parfois, ces clients nous ont ramené 2, 3, 4 têtes en plus. Je m'en fous que le mec qui m'envoie les adresses, il me speed ou qu'il me parle d'une certaine manière un peu sèche, parce que c'est le boulot, c'est comme ça. Moi, je vais lui répondre exactement de la même manière. Parfois, on s'insulte. On n'est pas en mode bisounours, hein. C'est pas rose tous les jours. Mais on a un objectif commun, c'est faire rentrer l'argent. On va pas mettre les clients de côté pour nos histoires à nous, non. Faut être professionnel. On va parler par message et on va se dire des choses qui sont uniquement utiles. Par exemple, quand je vais arriver à l'adresse, je vais juste lui envoyer là. 2 lettres. Il sait ce qu'il a à faire. Il est en bas. Il appelle le client descend, je vois le client. Vas-y, je descends. Je me sens plus vivre dans ce travail. J'ai déjà travaillé légalement, j'ai déjà eu des fiches de paie, j'ai cotisé, j'ai des Pôle emploi, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est un moule qui te tue. C'est la petite mort pour moi. À l'époque où j'étais encore au lycée, j'étais en lycée général ES, et je faisais un truc qu'on appelait SES, Sciences économiques et sociales. Maintenant, ça a changé, c'est un autre nom. Et le prof avait parlé des classes sociales, et il disait que quand on était issu de parents donc ouvriers ou de classe modeste, on avait 90 et quelques % de chances de finir dans le même carcan, en fait. Et il l'a dit avec tellement de normalité que je me suis dit que c'était pas possible, en fait. Je me suis dit, non, il peut pas dire ça comme si c'était un fait avéré, comme s'il savait ce que j'allais devenir, comme si... Donc c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti de l'autre, et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense pas que ce soit vrai ce qu'il ait dit, en tout cas. Enfin, pas pour moi. Moi, mon père, quand j'étais petit, je voulais être maçon comme lui, mais il me disait non, faut pas être maçon. Et en fait, maintenant, je me dis, ouais, faut pas être maçon. Ma mère, elle a travaillé dans la grande distribution pendant des années, elle s'est cassé le dos, elle était en arrêt maladie, ceci, cela, incapacité de travailler. Ce que j'appelais tout à l'heure la petite mort. Mais moi, je refuse. Moi, je ne peux pas. C'est pas possible. Il y a un autre chemin que je dois prendre, et si je peux pas le prendre, je vais le créer. Si demain j'arrive à créer une spirale légale pour m'en sortir, je vais y foncer la tête la première, mais il faut que mes intérêts soient plus élevés que ceux des autres. J'ai pas envie de bosser pour quelqu'un que je connais pas, pour un patron que je verrai jamais, un RH qui m'a reçu une fois dans son bureau, qui n'a aucune considération pour mon profil, pour mes aptitudes, mes compétences. Ça, c'est... Je préfère aller vendre la cam. Hein. Je vais pas mentir. À suivre sur arteradio.com.